Collega's, dames en heren, de vergadering is geopend. Diverses communications doivent être faites à la Chambre. Elles figureront sur le website de la Chambre et sont insérées dans l'annexe au compte rendu intégral. Aan de orde is de bespreking van de verklaring van de regering. Het woord is aan la parole est à monsieur Lauwers. Voilà. Bien. Sacré Philippe. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, nous vous avons écouté très attentivement, comme il se doit, dans une assemblée comme la nôtre. Mais il est difficile cependant de ne pas vous demander d'emblée s'il n'y a pas, entre vous et les réalités sociales vécues par nos concitoyens, comme un prisme, un décalage. Vous nous avez livré une vision de la société tirée de votre imagination et, pour faire passer votre récit pour crédible, vous y avez habilement ajouté quelques accents de modestie. À vous entendre, vous avez apporté à notre pays bonne gestion, prospérité, sécurité, croissance et emploi, rien de moins. Vous avez aligné une série de chiffres plus enchanteurs les uns que les autres, en vous drapant du sens de l'objectivité. Mais ce n'est qu'une posture, Monsieur le Premier ministre, une posture bien insuffisante que pour masquer des réalités plus crues. Alors, brisons la glace. Brisons la glace et demandons-nous quel est le coût pour nos comptes publics des mesures que vous avez prises. Et puis surtout, qui en payera au final le prix? Vous avez affiché beaucoup de satisfaction, mais de quoi êtes-vous satisfait, au fond? Êtes-vous satisfait de voir que la Belgique est quasi le seul pays européen où le pouvoir d'achat n'a pas augmenté ces dernières années? Êtes-vous satisfait de voir se propager la précarité de l'emploi? Tirez-vous une fierté quelconque, Monsieur le Premier ministre, de constater que le temps partiel imposé aux femmes augmente considérablement dans notre pays? Êtes-vous satisfait de voir que le prix d'un si grand nombre de médicaments augmente pour les personnes malades? Songez-vous, Monsieur le Premier ministre, parfois aux travailleurs de Caterpillar, c'était il y a un an. Pensez-vous avoir répondu aux inquiétudes des enseignants, des pompiers, du personnel médical, des cheminots, qui vont devoir travailler plus longtemps? Et on pourrait ainsi continuer cette triste série d'exemples, des exemples tirés de la réalité, de la vraie vie, celle que vivent nos concitoyens au quotidien, des réalités bien éloignées des chiffres que vous avez alignés mécaniquement hier à cette tribune. Monsieur le Premier ministre, nous vous le disons très simplement, il faut revenir sur terre, c'est ici que ça se passe, dans la vraie vie, très éloignée de celle dont vous nous avez parlé hier. Ensuite, Monsieur le Premier ministre, vous nous avez fait un discours sur l'état de l'Union, alors même que votre gouvernement se lézarde et affiche sa désunion de semaine en semaine, de jour en jour. Vous êtes à la tête d'un aéropage gouvernemental qui passe, il faut bien le dire, de bisbrouille en bisbrouille. Alors même que le pays attend de votre gouvernement des réponses à ces difficultés, vous passez le plus clair de votre temps à vous occuper des problèmes qui tiraillent, qui opposent les partenaires de votre laborieuse coalition. Vous passez donc plus de temps à régler vos désaccords qu'à vous occuper des problèmes des gens. Et les exemples se ramassent à l'appel. Vous avez exhibé un trophée, une taxe sur les comptes titres. À peine annoncé que le ministre des Finances, sans doute pas très heureux de la mesure, annonce qu'il n'y croit pas et qu'elle va sans doute être recalée par le Conseil d'État. Alors branle-bas de combat dans la majorité et retour au Conseil des ministres pour un recadrage. Cela vous a valu dans un quotidien qui n'est pas connu pour ses outrances, un édito très évocateur. Je cite « Gouvernement d'amateurs ». Fin de citation. Sur le dossier des pensions, après des sons de cloche différents sur la pension des chômeurs âgés, et croyait-on, un rappel de votre prétendu accord de l'été, l'Open VLD, annonce le dépôt d'une proposition de loi, elle-même immédiatement réfutée par le ministre Baclen. Une cacophonie qui, faut-il le dire, intervient sur un sujet sensible, les pensions. Les pensions qui deviennent, avec vous, l'instrument de vos querelles internes. Il y a, Monsieur le Premier ministre, quelque chose qui confine à l'indécence, permettez-moi de vous le dire. Et on peut ainsi continuer la liste de vos bisbrouilles
qui se font sur le dos des gens. Sur le dossier des privatisations, dont le périmètre s'élargit de jour en jour, on sait que Belfius y passera, on voit désormais Proximus être aussi dans le collimateur, et même, a-t-on entendu, la SNCB. Oui, la SNCB, je n'en parlerai pas si ce n'était sorti de la bouche d'un ministre NVA. Vous avez démenti, vos services ont démenti, et puis on a entendu un membre de l'OpenVLT dire « mais on pourrait peut-être privatiser les filiales ». Est-ce que vous vous rendez compte du signal que vous envoyez aux usagers et aux agents de ce service public? La SNCB, déjà mal en point, devient l'otage de vos discordes et de vos surenchères. C'est totalement inacceptable. Dans le même registre, le ministre de la Défense explique que dans le dossier du remplacement des F-16, devant le Parlement, il explique que l'offre française est rejetée, pour être amené tout penaud à dire le contraire 24 heures plus tard. On ne parle pas quand même ici d'un détail, on parle d'un dossier qui pèse des milliards et qui impactera lourdement nos finances publiques. Un gouvernement d'amateurs, disait l'édito, au fond c'est peut-être encore bien tendre. Et on pourrait poursuivre le florilège. Je pense aussi aux députés de la majorité qui prétendaient avoir un accord sur les Panama Papers avec la levée du secret bancaire. Il n'a pas fallu 24 heures pour que le CDNV et l'OpenVLD affichent leur désaccord au vu du plus grand nombre, au vu de l'opinion publique, une pantalonnade de plus, et ça n'est certainement pas la dernière dans ce dossier. Et puis surtout, et c'est sans doute le plus grave, les incartades et les sorties matamoresques d'un de vos ministres, qu'il n'est plus besoin de nommer. Alors là, il est vrai, le gouvernement le suit comme un seul homme, sur le chemin sulfureux qu'il a emprunté et qui dégrade l'image et la vocation de notre pays dans son attachement à certaines valeurs fondamentales. Vous en serez un jour comptable, et vous le savez, Monsieur le Premier ministre. Fort heureusement, des voix se sont élevées sur les bancs de la majorité, certaines dans les rangs libéraux, qui ont voulu rester discrètes, je peux le respecter, mais je le déplore. D'autres, du côté de la famille démocrate chrétienne, sur les bancs du CDNV, ont exprimé leur indignation. Et je veux ici saluer le courage de notre collègue Éric Van Rompuy, qui a dit tout son écœurement. Il vous aura peut-être ainsi rappelé que tous les arguments juridiques du monde ne vaudront jamais ni l'éthique démocratique, ni le respect de la dignité humaine, Monsieur le Premier ministre. À propos d'éthique démocratique, un petit mot sur le dossier Qatar. Je dis un petit mot parce que je sais que le dossier est complexe et qu'il mérite mieux que de vaines polémiques politiques. Mais tout de même, il y a eu un fait majeur hier, déclaration d'indépendance assortie d'un appel au dialogue. On voit que les choses ne sont pas simples. Mais, Monsieur le Premier ministre, dans le concert des nations européennes, il y a un moment où on vous demandera une position claire et sans ambiguïté. Et il vous faudra, à ce moment-là, être à la hauteur de votre fonction. Et il n'y a pas que le gouvernement Rajoy, il y a l'Espagne tout entière, pays ami, membre de l'Union européenne. Il vous faudra dire exactement quelle est la position de la Belgique, parce que dans le concert des nations européennes, vous nous représentez tous et vous représentez les valeurs auxquelles nous croyons. Monsieur le Premier ministre. Votre gouvernement est le gouvernement des bisbrouilles, je l'ai dit, vous perdez beaucoup de temps, mais vous êtes aussi le gouvernement de l'insécurité sociale. Madame Demir nous explique que vous ne respecterez pas votre engagement d'amener les allocations au niveau du seuil de pauvreté. Cynisme, impuissance ou mélange des deux, allez savoir. Confirmez-vous, Monsieur le Premier ministre, que vous ne respecterez pas l'engagement que vous aviez pourtant pris, à savoir d'amener au moins au seuil de pauvreté les allocations. Dois-je vous rappeler qu'il n'y a pas que les classes moyennes qui ont dû subir vos attaques sur leurs revenus ou leur protection sociale. Les plus fragiles aussi payent lourdement les effets de votre politique. Les allocataires ont dû subir, comme les travailleurs, votre saut d'index, vos augmentations de taxes sur l'électricité ou encore l'augmentation du prix des soins de santé ou de certains médicaments. Et je veux dire à M. Ducarme, qui je pense n'est pas là, mais vous lui transmettrez sans doute le message, qui m'a légèrement apostrophé, je dis vraiment légèrement apostrophé, dans les médias,
que bien sûr, nous pouvons acter les revalorisations intervenues, en particulier sur le revenu d'intégration sociale. Je vais être de bon compte et je vais être objectif. Cela étant, dans les revalorisations, il y avait aussi des indexations. Il ne manquerait plus que ça, que vous ne donniez pas les indexations, mais aussi une partie, comme par le passé, de l'enveloppe bien-être. Et en même temps, soyons lucides, Monsieur Ducarme va être ce matelot qui écope une barque alors que d'autres la remplissent d'eau. Monsieur Ducarme conduit la barque de l'intégration sociale pendant que vous la remplissez de précarité. Attention donc à ne pas faire de Monsieur Ducarme un ministre sparadrap de l'intégration sociale, car c'est aussi ça, la réalité de votre gouvernement, un gouvernement qui précarise à tour de bras. D'un autre côté, les réductions de cotisations sociales priveront la sécurité sociale par addition cumulée de 8 milliards d'euros sur la législature. Vous ne devez pas perdre de vue que vous avez aussi, par le saut d'index, fait une ponction sur les salaires de 2,5 milliards par an, soit au cumulé sur la législature 12,5 milliards. 12,5 milliards, 8 milliards, 20 milliards d'euros qui sont pris directement dans la poche des travailleurs ou indirectement par le biais de la sécurité sociale. On comprend évidemment que la FEB vous délivre un bon bulletin. Quand vous définancez à ce point la sécurité sociale, vous mettez à mal, évidemment, le niveau de vie de nos concitoyens et des travailleurs en particulier. Vous prenez donc le risque, et vous l'assumez visiblement, de renforcer la précarisation de notre tissu social. Et au fond, c'est cela ce que vous faites, un transfert de la sécurité sociale et des salaires vers les actionnaires. C'est une formule que j'ai utilisée ce matin déjà dans les médias, et je l'assume. Je l'assume lorsque l'on se penche sur les chiffres et que l'on voit l'augmentation des bénéfices des sociétés du Belvinte en une année, plus de 13%, et je ne prends que les entreprises du Belvinte, plus 13%, alors même que la Belgique est le seul pays d'Europe, triste réalité, où l'on voit que le pouvoir d'achat des travailleurs a stagné, les salaires n'augmentant que de 0,3%. Vous videz les caisses de la sécurité sociale et vous vous étonnez que vous ne pouvez pas résorber ou à tout le moins atténuer la pauvreté. Il n'y a pas, Monsieur le Premier ministre, que les actionnaires qui comptent. Il y a aussi les travailleurs qui font tourner notre pays au quotidien avec leur force de travail. Ils ont le droit, eux aussi, d'être rétribués par un juste partage de la richesse produite. Alors, leur avoir infligé un saut d'index, finalement, c'est avéré aussi néfaste pour l'économie qu'injuste pour eux. Et nous ne cesserons de vous le dire, Monsieur le Premier ministre. Le saut d'index, je l'ai dit, a fait perdre 2% de salaire, une perte définitive et cumulative de 400 € par an en moyenne, 25 000 € sur une carrière. Les chiffres de la Commission européenne montrent que si en Europe, les salaires ont augmenté de 0,7% en 2017, ils n'auront augmenté que de 0,1% en Belgique. On voit en effet le creusement des inégalités salariales pour les travailleurs belges. Alors, vous nous répétez une fois encore votre mantra, réduire les écarts salariaux pour avoir des jobs en plus. Bref, appauvrir les travailleurs pour créer de l'emploi, c'est cela en somme votre politique. Mais à votre politique anti-salaire s'ajoute une dégradation plus généralisée du pouvoir d'achat et j'en viens à votre fameuse formule « Nous avons alloué aux travailleurs un 13e mois ». Montrez-moi le travailleur qui viendra nous expliquer qu'il a reçu un 13e mois. Car ce que vous ne dites jamais, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'en face de vos réductions d'impôts sur les revenus, qui existent, pas pour tout le monde, pour une partie seulement des travailleurs, il y a le saut d'index, il y a les augmentations de taxes sur la consommation, il y a l'augmentation du coût des soins de santé. Et lorsqu'on prend une situation type, au regard de vos 1 900 € que vous affichez comme un trophée, il y a parfois 1 800 € de taxes, de saut d'index ou d'augmentation de coûts de soins de santé qui pèsent sur le budget des ménages. Dois-je aussi rappeler qu'il y a plusieurs millions de pensionnés d'allocataires sociaux qui ne bénéficient d'aucune réduction d'impôts liée à votre tax shift. Et c'est même pire, on n'en parle pas assez dans ce Parlement, vous avez gelé pour 4 ans l'indexation des avantages fiscaux des pensionnés des allocataires. Ça aussi, Monsieur le Premier ministre, vous devrez à un moment donné en être comptable. Vous avez, je l'ai rappelé, opéré un matraquage fiscal de plus de 3 milliards d'euros en impôts sur la consommation, sur la législature, c'est du jamais vu. Et en même temps que vous dégradez, par le biais de la fiscalité, par le biais des ponctions salariales, vous dégradez aussi le droit du travail, ce mur mitoyen qui doit exister entre les employeurs et les travailleurs. Vous allez les faire travailler des heures supplémentaires avec des semaines de 45 heures. Vous déchirez le contrat social sur un de ses points cardinaux, les pensions,
rappelons tout de même, et malgré vos engagements préélectoraux, que vous repoussez l'âge légal de la retraite à 67 ans et qu'au final, vous imposez de travailler plus pour gagner moins. Vous rendez-vous compte de l'insécurité dans laquelle vous placez des millions de nos concitoyens. Car s'il y a bien quelque chose qui définit le contrat social, ce sont les pensions. Et de coups de canif, en coups de poignard, vous en êtes venu à déchirer ce contrat social. Et ce n'est pas terminé, puisqu'on nous annonce de nouvelles réformes qui vont à nouveau affaiblir des pans entiers du régime des pensions. Monsieur le Premier ministre, vos attaques contre les travailleurs, vous les justifiez en prétextant que c'est le seul moyen pour créer de l'emploi. C'est faux, c'est faux. Dois-je vous rappeler que même avec une faible croissance, et je vous invite à aller relire les rapports de la Banque nationale et du Bureau du plan, il y a toujours une création d'emplois. Dire le contraire, ce n'est pas connaître les ressorts de l'économie. Mais les emplois que vous dites avoir créés ne suffisent pas à compenser l'augmentation de la population en âge de travailler. Vous nous parlez de chiffres linéaires, je vous parle du taux d'emploi. Et la réalité, c'est qu'en Belgique, s'il y a une très faible amélioration, ça reste en dessous des autres pays européens. Et je vais reprendre votre chiffre, Monsieur le Premier ministre. Je reprends votre chiffre. Soit un taux d'emploi qui passe de 67,2% à 67,5%. Je les reprends vos chiffres pour mieux vous indiquer que par rapport à une croissance en Belgique de 0,5%, la zone euro affiche, elle, une croissance de son taux d'emploi de 1%, soit 2 fois plus. Et je peux même, Monsieur le Premier ministre, prendre un autre angle, en me basant sur les chiffres de la Banque nationale ou de la Commission européenne. Il y a là aussi de quoi vous rendre modeste. En effet, en Europe, en 2017, le nombre d'emplois inférieurs a progressé de 1,4% contre 0,9% en Belgique. C'est ça la réalité de votre politique. Dès lors, vos recettes ne convainquent pas. Et elles ne convainquent au fond que vous. Nous faisons moins bien qu'en Europe et en plus d'avoir vidé les caisses de l'État, vous avez réduit les salaires. Il y a donc au fond une double perte, à la fois pour notre économie et pour nos travailleurs. Mais la critique la plus acerbe contre votre politique vient de l'Université de Gand. L'Université de Gand qui a évalué ce que coûtent aux finances publiques et à la sécurité sociale les jobs que vous prétendez créer. Et selon l'Université de Gand, en se basant sur les chiffres du Bureau du plan et de la BNB, chacun des jobs créés et que vous imputez au tax shift coûterait entre 102 000 et 146 000 euros. Entre 102 000 et 146 000 euros. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Université de Gand. Alors vous disiez vouloir être modeste, Monsieur le Premier ministre. Oui, je vous comprends, il y a des raisons de l'être, et dès lors, je vous encourage peut-être, enfin, à admettre que votre politique économique est un échec. Le professeur Persman, parce que c'est de lui qu'il s'agit, conclut d'ailleurs, et il dit ceci: la création d'emplois est plus due à la conjoncture européenne qu'à la politique de gouvernement. Fin de citation. Il me semble que cet élément-là devrait peut-être tout doucement vous amener à réfléchir. À propos d'emploi, Monsieur le Premier ministre, vous qui prétendez œuvrer pour les travailleurs, j'aimerais vous poser une question très simple. Qu'avez-vous fait depuis 1 an pour éviter que de nouveaux drames comme Caterpillar ne surviennent à nouveau? C'est à cela que vous devriez répondre, Monsieur le Premier ministre, à ce système qui permet à des groupes obsédés, vous avez des leviers notamment avec le ministre des Finances, à des groupes obsédés encore et toujours par la distribution de dividendes aux actionnaires au mépris des travailleurs. Après les drames sociaux que nous avons connus l'année dernière, nous attendions une réaction forte du gouvernement. Vous l'aviez même annoncé, il n'en fut rien. Et hier, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas eu un seul mot pour les anciens travailleurs de Caterpillar, ni pour ceux d'ING, de 3M, de RTL, de Blocker, de Bombardier, pour ne citer que quelques exemples. Non, vous avez martelé comme d'habitude votre slogan « Jobs, jobs, jobs », mais pas un mot d'empathie ou de compassion pour tous les travailleurs entraînés dans la tourmente des restrictions massives. Au contraire, quand on regarde votre accord de l'été, et nous verrons ce que vous déposerez au Parlement, vous avez fait le choix de faciliter les licenciements et de fragiliser encore plus les travailleurs. Je suis désolé de vous le dire, j'y vois de l'indifférence, si ce n'est une forme de mépris pour le monde du travail. Enfin, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de revenir sur l'une de vos assertions qui, j'en suis sûr, aura retenu l'attention d'un grand nombre d'entre nous,
et dont je ne doute pas qu'elle va ouvrir un épisode dans peut-être une querelle de chiffres. Mais cette querelle de chiffres nous permettra peut-être de tirer au clair. Alors, j'entends que vous citez l'ONSS sur l'évolution de la précarité de l'emploi. Il y a cependant quelque chose qui m'a étonné dans la formulation que vous avez utilisée hier. Vous nous disiez « nous avons créé 130 000 emplois ». J'ai expliqué à quel point il fallait nuancer ce chiffre en disant « pour l'essentiel, ce sont des emplois à temps plein ». Et quand on vous demande combien d'emplois à temps plein, vous dites 60 000. 60 000 sur 130 000. De dire que 60 000 sur 130 000, vous préciserez votre pensée, 60 000 sur 130 000, c'est l'essentiel, ça me paraît peut-être un abus de langage. Cependant, nous avons été vérifier les chiffres et nous avons consulté Eurostat. Et qu'est-ce que l'on constate? Que sur la période de 2014 à 2016, sur l'ensemble des emplois créés en Belgique et que vous rattachez au tax shift, 70% des emplois créés l'étaient à temps partiel, et en particulier le travail des femmes. C'est ça la réalité des chiffres, Monsieur le Premier ministre. Et il y a pire, il y a pire, et il y a pire. Il y a pire, et c'est sans doute le cœur de mon intervention. Il y a pire. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, de lutter plus efficacement, vous nous représentez au niveau européen, contre le dumping social. Et on semble y avoir une unanimité pour dire qu'il faut en faire plus. J'ai même entendu une fois M. Clarinval en parler sur un plateau de télévision, lui qui connaît, il faut le dire, certaines réalités économiques. Mais pendant que nous vous demandons d'aller lutter contre le dumping social au niveau européen, qu'est-ce que vous faites au niveau national? Vous introduisez un dumping social à la belge. Vous étendez la surface de précarisation de l'emploi avec les flexi-jobs, avec l'introduction de l'intérim dans la fonction publique, avec un statut sur mesure pour les travailleurs du bord et de la fameuse économie collaborative qui ne cesse de se développer. Les flexi-jobs, je l'ai dit, d'abord l'ORECA, et puis maintenant le commerce de détail. Vous demandez même aux pensionnés de travailler dans des conditions de précarité, et on ne sait pas demain dans quel autre secteur vous allez étendre cette façon précaire d'amener les gens à travailler. Vous introduisez en Belgique de la concurrence entre les travailleurs, entre ceux qui ont un bon emploi et ceux qui ont un emploi précarisé, pour faire en sorte qu'il y ait une pression sur ceux qui ont un emploi à temps plein et qui travaillent dans de bonnes conditions, parce que demain, les employeurs pourront faire leur shopping. C'est ça la réalité, c'est ça la réalité de votre politique. Monsieur Lauwers, il y a une interruption de Monsieur De Waal. Avec plaisir. In het Nederlands, meneer de voorzitter, maar inderdaad, de vertaling werkt. Ik kan niet volgen. Meneer Lauwers hangt een beeld op en hij noemt een cijfer, hij wijst op de activiteitsgraad of de werkzaamheidsgraad van ons land. En die beloopt 67%. Ik ga daarop terugkomen in mijn tussenkomst. Dat moet inderdaad hoger. En hij verwijst naar landen van de Europese Unie waar die veel hoger is. Ik zou kunnen verwijzen naar Nederland, ik zou kunnen verwijzen naar Duitsland, ik zou kunnen verwijzen naar de Scandinavische landen. Die komen aan een activiteitsgraad van bijna 80%. Nu van twee zaken één. Als men zegt dat die landen performanter zijn op het vlak van werkzaamheidsgraad, dan moet u ook eens gaan kijken naar de maatregelen die die landen hebben genomen. Men kan dus niet aan de ene kant Duitsland en Nederland en de Scandinavische landen als model aanreiken en aan de andere kant alle maatregelen die in die landen zijn genomen verketteren. Want Duitsland wordt hier ook regelmatig op de banken van de PS naar voren gebracht. Dan heeft men het over de minijobs en de precaire jobs enzovoort. Die tellen toevallig wel mee in de berekening van een activiteitsgraad. Dus ik kan niet volgen. Ofwel zegt u het is het Duitse model en het Nederlandse model waar we voor staan. En dan leid ik daaruit af dat de Parti Socialist vandaag gewonnen is voor de maatregelen die ook daar zijn genomen. Maar dat doet u niet. Dat doet u niet. U prijst de resultaten, maar u verkettert de politiek die daar wordt gevoerd. 2. Precarisering van een job. Wat is er nu in godsnaam tegen het feit dat mensen helemaal volgens hun eigen keuze deeltijds willen werken? Wat is er nu tegen een flexiejob als mensen... Wat is daar in godsnaam tegen? U hebt gesproken, meneer Lauwers, over interim bij de overheid. Eigenlijk ben ik beschaamd dat pas nu een interim job bij de overheid mogelijk wordt. Wat is daar nu in godsnaam op tegen?
Et je conclue. Je vais vous faire une remarque. J'étais en négociation de gouvernement en 2008. À ce moment-là, on parlait déjà de l'intérim dans les autorités, les services publics. La région wallonne le faisait déjà en pratique. Men wou er niet van horen, het mocht er niet door, men deed het een beetje aan stoemelings, gelijk men zegt, maar interim arbeid bij het Waals gewest was op dat ogenblik, werd dat hier en daar toegepast. Maar als men dat wou inschrijven in een regeerakkoord, nee, interim jobs mogen niet bij de overheid. Kan u mij eens uitleggen dat iemand die vandaag geen baan heeft en die in het arbeidsproces kan terechtkomen omdat hij een interim job en misschien kan doorvloeien naar een deeltijdse job en misschien kan doorvloeien naar een voltijdse job, wat kan u daar nu in godsnaam tegen hebben? Ik begrijp het niet. Monsieur Lauwers, een petit instant. Zou ik aan iedereen mogen vragen om interrupties, geen enkel probleem, maar echt die wel te beperken tot 2 minuten? Non, non, donc je... Bon, allez. Non, d'abord, je remercie, voilà, soyons, non, c'est vrai, soyons de bon compte. Je remercie Monsieur De Waal, parce que d'abord, ces questions sont très intéressantes, très intéressantes. Il est vrai qu'on peut un peu épingler que M. De Waal demandait à ce qu'on n'interrompe pas les chefs de groupe. Mais cela étant, M. De Waal, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave et je vais vous répondre. D'abord, je trouve que votre assertion sur mais tout le monde a le choix de choisir un emploi à temps partiel. Quand on a une famille monoparentale, qu'on doit s'occuper de l'éducation de ses enfants tout seul, qu'on a un loyer à payer, qu'on ne sait pas comment faire pour gérer tout son temps, qu'on est face à des difficultés insurmontables, vous croyez vraiment que les personnes ont le choix de pouvoir travailler à temps plein? Vous croyez vraiment aussi que les employeurs leur proposent toujours des emplois à temps plein, stables et bien payés? Parfois, les gens ne prennent que ce qu'on leur propose, Monsieur De Waal. Vous ne connaissez pas les réalités du monde du travail. Vous vivez en dehors des réalités. Fréquentez de temps en temps les travailleurs et en particulier les familles monoparentales et dans les familles monoparentales, les femmes, car elles sont les principales victimes de votre politique antisociale. Pour le reste, vous vous aventurez sur le terrain de la fonction publique. C'est un terrain que je connais un petit peu. Il y a toujours eu un cadre réglementaire pour faire face à des besoins urgents. Les tâches auxiliaires et spécifiques, les besoins exceptionnels et temporaires. Il y a comme ça toute une série de catégories, de situations où l'on peut faire on peut recourir à des emplois à très court terme. Ça a existé depuis toujours. Mais nous nous honorons, nous, groupe socialiste, de refuser l'introduction des flexi-jobs et de l'intérim dans la fonction publique, parce que nous comptons sur la fonction publique pour rendre des services de qualité aux citoyens. Vous allez demander demain à un inspecteur de l'inspection spéciale des impôts de travailler à d'intérim. Vous allez demander à des inspecteurs sociaux, peut-être demain, pourquoi pas, à des greffiers, à des magistrats. C'est ça votre vision de la société quand il s'agit des fonctions d'autorité, quand il s'agit de la fonction publique, on n'a pas le droit d'envier la précarisation à l'œuvre aujourd'hui dans le monde du travail salarié, que du contraire. Nous voulons des emplois stables et des emplois de qualité. C'est ça que nous voulons. Autre chose. Votre logique binaire, Monsieur De Waal, votre logique binaire, c'est une rhétorique dans laquelle je ne tomberai pas, évidemment. Le piège est gros. Mais regardez l'Allemagne, regardez les pays scandinaves, ils font bien mieux que nous, vous n'êtes pas cohérents. Mais Monsieur De Waal, est-ce que vous vous imaginez la brutalité avec laquelle vous avez traité les travailleurs? Je l'ai dit tout à l'heure, le saut d'index, une ponction sur la législature de 12,5 milliards sur les salaires. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça représente en termes d'appauvrissement global de nos travailleurs? Monsieur De Waal, les coupes dans la sécurité sociale qui vont se traduire par des difficultés budgétaires massives, je vais y revenir, ce sera ma conclusion, vous n'allez pas vous en tirer. Est-ce que vous vous rendez compte aussi des difficultés dans lesquelles vous allez placer l'ensemble de la population? Et si on doit comparer le tissu économique de l'Allemagne ou d'autres pays avec le nôtre, regardons le sous-investissement en recherche et développement. Qu'a fait votre gouvernement pour renforcer la qualité de notre tissu économique, pour nous permettre de gagner des parts à l'exportation? Non. Vous avez signé des chèques en blanc sans aucune contrepartie, ni emploi, ni investissement. Il est là, aujourd'hui, l'échec de votre politique. Alors,
J'arrivais justement au passage, je vais expliquer que nous avions une autre vision de l'économie, mais je crois que je viens de l'expliquer. Je vais donc pouvoir glisser à la page suivante. Simplement pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, et je le dis aussi à Monsieur De Waal, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a l'OCDE et même le FMI. Je ne me serais jamais un jour cru obligé de citer le FMI, mais tout arrive, qui vous disent une chose très simple, résorber les inégalités renforce l'économie. C'est l'OCDE qui le dit, Monsieur De Waal. Alors, dites-vous bien une bonne fois pour toutes que ce ne sont pas les salaires qui plombent l'économie, c'est votre politique d'austérité qui nuit gravement à l'économie. Un mot sur les services publics. Je me tourne pour voir si Monsieur Belot n'est pas là. Il n'est pas là. Monsieur Belot nous a fait un appel hier à moins de perturbations, et c'est audible et compréhensible et respectable dans le chef d'un ministre de la Mobilité. Mais nous aussi, nous avons des demandes à faire à Monsieur Belot. Monsieur Belot, est-ce que vous êtes prêt à demander à votre collègue Baclen de revenir sur la réforme des pensions qui touche les agents des services publics, où on a des personnels médicaux, on a du personnel médical, on a des cheminots, des infirmières qui vont être durement touchés par vos réformes, à qui on va devoir travailler plus longtemps. Monsieur le Premier ministre a rendu hommage au personnel médical, mais est-ce que vous imaginez le personnel médical dans quel état d'insécurisation vous le placez lorsque vous lui annoncez, alors qu'ils font un métier pénible, qu'ils vont travailler plus longtemps avec une pension peut-être au rabais? Donc autrement dit, Monsieur Belot, s'il n'est pas là, vous lui transmettrez le message, vous formulez des demandes, nous aussi, nous avons des demandes à formuler. Allez-vous freiner la volonté affichée par certains de précariser la fonction publique? Allez-vous stopper cette lubie, cette obsession anti-service public? Et puis, arrêtez aussi, Monsieur Belot et d'autres, vos provocations. Vous définancez la SNCB, vous provoquez de l'insuffisance maximum, et vous venez avec le service minimum. Là aussi, ça n'est pas cohérent. Et les gens le ressentent comme une provocation. C'est ça qui est exprimé par les agents des services publics. Et puis surtout, ce qu'il y a de plus inacceptable, c'est quand vous polarisez le débat et que vous cherchez, par petite politique politicienne, disons-le, à opposer les usagers aux agents. Il n'y a pas à opposer les usagers aux agents. Quand on est pour les services publics, on pense aux usagers et on pense aux agents. Parce que les services publics ne sont pas une réalité désincarnée. Derrière les services publics, il y a des hommes et des femmes qui les portent au quotidien et qui accomplissent leurs tâches avec professionnalisme. Le service public, je viens d'en parler, mais puisque je parle du service public, je ne peux pas ne pas parler de la sécurité. Alors, je ne serai pas très long, il y aurait beaucoup à dire, et j'ai d'excellents collègues qui pourraient en parler mieux que moi, je n'en disconviens pas. Mais tout de même, il y a dans l'actualité de ces derniers jours une chose qui m'a fortement frappé. C'est le problème de la sécurité routière. Ça, c'est très concret, la sécurité routière. Et un de mes collègues faisait remarquer que dans le Hainaut, seules 3 équipes, j'espère que tout le monde est bien assis, seules 3 équipes de 2 personnes sont chargées de couvrir tout le territoire de la province de Hainaut pendant la nuit pour assurer la sécurité routière. Est-ce que vous imaginez les risques que l'on fait prendre aux gens, le désarroi dans lequel on place des gens qui doivent attendre des heures avant que la police n'arrive, ne fût-ce que pour constater un accident? C'est ça, votre désinvestissement dans les services publics. Ça touche aussi la police et nous attendons de vous, monsieur le ministre de l'Intérieur, que vous remplissiez enfin les cadres des effectifs nécessaires sur l'ensemble du territoire. C'est indispensable et ça devient urgent. Alors un mot également sur quelque chose, et je pense qu'il y a ici beaucoup de gens qui sont attachés à la vie municipale, aux pouvoirs locaux, et fort heureusement d'ailleurs. Votre incurie budgétaire vous amène aujourd'hui, chaque fois que vous le pouvez, à transférer des charges vers les pouvoirs locaux. Les zones de secours, les zones de police, l'aide sociale, l'impact aussi négatif de votre réforme fiscale sur les finances des pouvoirs locaux et sans doute demain peut-être la réforme du service des hôpitaux, nous verrons. Donc autrement dit, chaque fois que vous avez du mal à assumer vos obligations budgétaires parce que vous gérez mal les comptes publics, vous renvoyez vers les pouvoirs locaux. C'est une façon de travailler qui n'est pas digne d'un gouvernement qui se veut être garant du fédéralisme, de la loyauté fédérale et du respect des usagers. Car derrière les communes, il y a des usagers qui attendent qu'on puisse les servir avec qualité. Alors la déglingue des services publics ne vient pas de nulle part, et c'est l'occasion ici d'assurer une transition vers les finances publiques. Là aussi, nous sommes très éloignés de vos engagements de début de législature. Vous reportez l'équilibre budgétaire après 2020, et vous nous dites, Monsieur le Premier ministre, je ne veux pas freiner la relance de l'économie. Ça, c'est votre argument.
Nous l'entendons parce que nous ne sommes pas, nous non plus, pour le fétichisme budgétaire. Sauf que le retour à l'équilibre en 2018 faisait partie de votre accord de gouvernement. Alors, comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là parce que, je le répète, vous êtes lancé dans une politique dispendieuse de chèques en blanc, de réduction de cotisations sociales, de réformes fiscales non financées. Et c'est ce que la Banque nationale et le Bureau du plan vous ont dit dès le départ. Ce à quoi vous nous avez répondu, mais non, il y aura des effets retours. Les effets retours ne sont pas là, Monsieur le Premier ministre, et c'est pour ça que vous reportez votre équilibre. Cela étant, ce n'est pas nous qui allons vous encourager à faire une politique d'austérité, que les choses soient claires. Mais en même temps, je voudrais attirer votre attention, et je pense que vous avez sur ces questions-là, malgré tout, je dirais une acuité que peut-être d'autres membres dans votre gouvernement ne partagent pas. La réforme de l'impôt des sociétés. Il y a depuis quelques jours un tableau qui circule dans les médias où on voit comment vous envisagez de financer la réforme de l'impôt des sociétés. Ne vous faites pas avoir, Monsieur le Premier ministre, on parle d'un volant de 5 milliards. Et quand je vois la manière dont certains essayent de vous convaincre que ce sera neutre budgétairement, c'est de l'entourloupe, c'est de la fumisterie. Il faut arrêter le train fou. Quand on vous dit qu'à l'horizon 2020, on va aller rechercher 2,3 milliards sur les intérêts notionnels en les supprimant, attendez, des intérêts notionnels qui, si aujourd'hui on les supprime, ne rapporteraient que 400 millions, est-ce que ça veut dire qu'il se trouve dans le gouvernement un magicien qui sait déjà vous dire quel sera le taux de l'intérêt notionnel en 2019? Ne vous faites pas avoir, parce qu'après ne pas avoir financé le tax shift, ne pas financer la réforme de l'impôt des sociétés, que les choses soient claires, et je vous le dis sans embâche, c'est clairement amener le pays à la ruine budgétaire. Vous en seriez le premier responsable et vous devriez en rendre des comptes le moment venu, Monsieur le Premier ministre. Nous ne sommes pas contre une réforme de l'impôt des sociétés, pourvu qu'elle soit liée à l'investissement, à l'innovation, pourvu qu'elle soit ciblée sur les PME. Ça résoudrait peut-être déjà le problème du volant budgétaire. Mais en même temps, il y a quelque chose et un marqueur qui est très important, c'est que nous ne voulons pas d'un tax shift bis qui va ruiner le budget et qui, par ricochet, à nouveau va vous amener à confondre la sécurité sociale avec un tiroir caisse. C'est ça que nous ne voulons pas. Je conclus, Monsieur le Président, et je vous remercie pour votre tolérance. De fait, je la reconnais. Je parle du temps de parole, je parle du temps de parole. La dette publique, ma foi, il y aurait beaucoup à dire. Aux abois, vous allez voir la Commission européenne et vous allez sans doute lui dire « on ne résorbe pas le déficit, on laisse filer le déficit, mais on va désendetter ». Et pour ça, vous n'avez qu'une solution visiblement, c'est revendre les actifs. Vous avez utilisé une espèce de litote, la gestion ou d'euphémisme, je ne sais pas comment il faut le dire, gestion dynamique des actifs de l'État. Non, privatisation, il faut le dire. Belfius. Vous ne manquez pas d'imagination, Monsieur le Premier ministre. Vous avez été à l'école de l'humour, je vois ça très bien. Belfius d'abord, Proximus arrive, et on a même entendu la SNCB. C'est une fuite en avant et c'est un mauvais calcul. Je n'ai pas le temps de développer, je le ferai peut-être plus tard, mais je l'ai déjà expliqué au ministre des Finances. Autre point, Monsieur le ministre de la Justice, je le voyais, il n'est plus là. La réforme de l'aide juridique, désastreuse pour l'accès à la justice, nous avons des chiffres concrets. La réforme aussi de toute une série de pans de la justice dans les procédures, le désinvestissement, et je ne vais pas m'appuyer ici sur l'exemple récent de ce qui se passe au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, qui est carrément fermé pour le dépôt des pièces. Bref, vous faites un désinvestissement massif en matière de justice et vous installez une justice à deux vitesses. Alors, Madame et Messieurs les ministres, hier, faisant preuve de fausse modestie, vous avez tenté de faire croire que presque tout allait bien dans notre pays. Le groupe socialiste constate, lui, que votre gouvernement est très éloigné des réalités de l'immense majorité de la population. Votre gouvernement aggravera les inégalités, préservera le plus nanti de notre pays, sans jamais prendre en compte les difficultés des travailleurs, des pensionnés, des malades et des allocataires sociaux. Toute votre politique contribue à accroître les inégalités, à précariser les travailleurs et à vider les caisses de l'État. Vous êtes